L'international revient cette semaine, mesdames et messieurs, avec un expert en suivi et évaluation, gestionnaire des projets et psychologue. Avec cet expert, mesdames et messieurs, nous allons parler un peu de l'impact de la décentralisation, du rôle de la décentralisation dans le développement. Nous allons parler un peu de la gestion des projets en République démocratique du Congo et nous allons essayer, comme c'est l'international, vous le savez, de faire un petit parallélisme avec l'extérieur. Je reçois donc cette semaine dans l'international Eki Koi et avec lui, nous allons passer plus ou moins 45 minutes avec vous. Très heureuse donc d'être avec vous, Eki Koi. De même, madame, je vous en remercie. Expert en suivi et évaluation, gestionnaire des projets et psychologue, je voulais parler un peu des projets en République démocratique du Congo. On nous dit souvent que nous, en RDC, les Congolais ne savent pas se vendre. Nous n'avons pas des bons projets en RDC. Et c'est pour cela, de temps en temps, ceux qui amènent l'argent, les liquidités, repartent avec leur argent parce que les Congolais sont de fois incapables de vendre des projets, comme on dit, des projets bancables. Est-ce vrai? Madame, je suis tenté de répondre par l'affirmation, dans la mesure où il faut d'abord concevoir un projet comme un état d'esprit, et un projet ne se fait pas dans un bureau. Les meilleurs et les bons projets se font sur terrain. Donc, c'est en termes de culture et d'approche de gestion de projet. Et ceci nous pousse ou me pousse directement à jeter un regard dans la façon, nous, Congolais, nous avons à gérer la Respublica, la façon dont nous avons à gérer nos communautés. Ça influe dans la gestion de projet. La gestion de projet n'est rien d'autre qu'une bonne planification des outils, la bonne maîtrise des outils et une bonne planification. Et la maîtrise du suivi et évaluation. Ce sont des éléments capitaux pour amener à bien un projet. Il ne suffit pas d'écrire un projet, mais il faut faire d'abord l'état des lieux. Est-ce qu'on apprend ça à l'école? Peut-être c'est ça aussi le problème. Est-ce qu'il y a des études spécifiques pour apprendre à élaborer un bon projet, ou quels sont les critères pour un bon projet, pour que ce projet soit bancable? Pratiquement, hein, l'émission, c'est ça, aider aussi cette population. Vous savez, en quelques mots, comment vendre un projet? En quelques mots, un projet est vendable si les indicateurs d'évaluation de ce projet-là sont suffisamment cohérents, pour ne pas parler en termes trop techniques, des SMART, non. Ce sont les indicateurs. Les indicateurs nous permettent de voir l'évolution d'un projet, où nous en sommes. Pour un exemple simple, nous sommes au point A, donc nous sommes à la rive gauche du fleuve Congo. Nous voulons traverser la rive droite avec du matériel. Et on va faire un projet pour qu'on puisse vous aider à faire traverser ces bois-là. Et on élabore un projet en fonction de l'état. Premier niveau, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin des grimes pour couper, nous aurons besoin des bateaux. L'étape 2, il faut du carburant, traverser le fleuve. Et à chaque niveau, nous pouvons faire des évaluations. Et ce sont ces indicateurs d'évaluation qui nous permettront à la fin d'avoir des indications qu'on pourra qualifier de performances pour dire on a atteint l'objectif ou pas. Et si les indicateurs sont bien définis au départ, et si la planification est bien faite, pendant la mise en œuvre du projet, nous serons en mesure de déceler les faiblesses et les corriger. Et c'est ça le rôle du suivi-évaluation. Exactement. Donc, aujourd'hui, nous allons mettre l'accent un peu sur ça, mais nous allons parler aussi de la bonne gouvernance, parce que les projets, c'est aussi un peu... C'est la bonne gouvernance. C'est la bonne gouvernance. Oui. On nous reproche souvent ça en République démocratique du Congo, cette manque de bonne gouvernance. Alors, Eki Koi, nous avons aujourd'hui une république très décentralisée, vraiment avec 21 provinces, si je ne me trompe pas. 26. 20, voilà. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à maîtriser, c'est 26, voilà. Moi, je me disais 21, c'est 26 provinces. Alors, les gens voudront bien comprendre. Est-ce que cette décentralisation ou ce découpage aujourd'hui est une réussite? Parce que les gens disent, vaut mieux être, le Congo est grand, la RDC est grande, vaut mieux être un pays fédéral comme le Nigeria, comme les États-Unis. C'est beaucoup plus pratique que ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce vrai? Est-ce que le fédéralisme et la décentralisation, le découpage, est-ce la même chose? Je crois qu'au Congo, tous ces termes prêtent à confusion. Pour la simple bonne raison, le projet, si nous devons parler, nous focaliser sur la gestion de projet ou en parler de projet, ça n'a pas été non seulement bien conçu, bien ficelé ou bien conçu, mais surtout, je pleurais, ça n'a pas encore bien abouti. Ça veut dire la décentralisation s'est arrêtée à un certain niveau. Par un
conscience, par volonté, par amateurisme, je n'aurai pas suffisamment d'éléments, mais je pourrais dire elle n'a pas arrivé à terme. Je vous donnerai un exemple. Dans les États, on aime bien faire de comparaison, on aime bien comparer. Mais un État décentralisé, je vous parle en termes de recettes, de la gestion, parce que quand on parle de gestion, on gère et l'actif, les passifs, et les humains, et le budget. Et la gestion, l'élément capital, c'est l'aspect budget. Exactement. La Constitution a consacré 40%, qui n'est jamais arrivé. La rétrocession, on a parlé de la rétrocession, on a mis le montant forfaitaire ou calculé sur quelle base. Là, c'est à eux aux responsables de répondre. Mais si déjà cet élément-là de rétrocession n'arrivait pas mensuellement, je ne pense pas que vous pourrez reprocher aux acteurs. Si aujourd'hui, d'autres provinces se retrouvent avec moins de chefs de division, si aujourd'hui, d'autres provinces restent encore enclavées, il y a des efforts à faire pour cet équilibre. C'est un début, c'est un effort, mais là où je pourrais peut-être donner un avis est que la décentralisation ça s'est arrêté net. Est-ce que vous avez consulté quand on a fait ce découpage-là? C'est peut-être ça le problème. Est-ce que ce découpage était beaucoup plus politique que technique? Est-ce qu'on avait consulté pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement pour que ce découpage réussisse? Je ne me donnerai pas autant de pouvoir. Non, c'est une façon de parler. Oui, je comprends. C'est une façon de parler. Est-ce qu'on a consulté les experts avant le découpage? Mais habituellement, on est habitué ici au Congo de dire que ça a été fait par les experts. Mais personne ne revient pour s'asseoir pour dire voilà ce qui a été fait pour faire l'évaluation. Or, aujourd'hui, on devait avoir suffisamment de recul pour faire l'évaluation de ce qui a été fait. Et là, si moi je dois donner un avis objectif, ça a été un fiasco, madame. C'est un fiasco sur le plan politique, sur le plan de gestion et sur le plan de la bonne gouvernance. Le province, en fait, c'est quoi? Les provinces, ce sont des entités qui devaient être fortes pour justement rendre un Congo fort. Ce n'est pas le gouvernement central, ce sont ces entités-là. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous avons tellement banalisé les fonctions de l'État, nous avons tellement banalisé les outils de gestion que la fonction même de bourgmestre est pratiquement méconnue, ou même le chef de quartier. Alors, quoi dire des autres responsabilités administratives? Ici, aujourd'hui, au Congo, d'une manière générale, la gestion est caractérisée par la gestion des intérimaires. Madame, même sur le plan psychologique, un intérimaire... vous êtes psychologue, un intérimaire n'est que là en attendant. Exact. Il ne peut pas rendre le meilleur de lui-même aussi longtemps il restera intérimaire. Et les exemples ici, je vous ai parlé, voilà, je vous ai parlé des détails. Je ne voulais parler pas de la classe vieillissante de l'administration, surtout au niveau provincial. Je ne vous parlerai même pas de compétences. Ça laisse un goût amer, mais on doit aller de l'avant. Je ne voulais pas, du coup, peindre un tableau sombre totalement. Il y a eu des avancées, mais ça s'est stoppé parce que à chaque moment, quand on semble avancer, nous avons d'autres priorités. Mais on nous avait dit ce découpage et Kikoy s'était rapproché les administrés des administrants, on devait avoir le résultat. Est-ce que pratiquement, comment ça se passe aujourd'hui? Comment est gérée par exemple la province, prenons votre province, la Tchopo aujourd'hui? Comment est gérée la Tchopo aujourd'hui pratiquement? La Tchopo est gérée comme les toutes autres provinces avec les moyens des bords. Les gouverneurs n'ont pas de moyens. Le gouvernement n'a pas de moyens. Il y a justement un problème de planification. La rétrocession, ça vient peut-être même cette caisse de péréquation dont on parle... Allez-y savoir quelque chose. Ça veut dire, c'est un ensemble de tous ces éléments-là, de fois qui laisse un peu les experts dubitatifs. Ça veut dire, ça donne un arrière-goût. Qu'est-ce que nous voulons de notre Congo? Ce ne sont pas des trucs sorciers, nous n'allons pas inventer la roue. Nous voulons la décentralisation, eh bien alors la décentralisation. Nous voulons consacrer les 40% de la rétrocession, allons-y. Ce n'est pas un problème des textes, madame. Nous n'appliquons pas ce que nous écrivons. Nous avons des bons textes? Nous avons des bons textes, mais il faut d'abord commencer à appliquer avant de modifier quoi que ce soit. Je parlerai de tous les textes, même la Constitution. Commençons d'abord à la respecter avant de la changer. Mais si on doit faire un effort de modifier les textes à n'importe quel niveau, sans avoir au préalable appliqué, eh bien nous tournerons en rond.
Les problèmes pratiques, moi je prends une province type, les problèmes pratiques, à part la rétrocession, quels sont les problèmes que rencontrent ces administrés dans la gestion quotidienne de cette province, par exemple? Qu'est-ce que vous manquez pratiquement pour rendre ce découpage ou cette décentralisation effective? Bon, je veux peut-être prendre deux volets. Hein. Je voudrais parler le volet humain administré. Il y a les services déconcentrés et les services décentralisés. Le découpage administratif tel que fait là, les autres services aussi devaient suivre. Je prends la grande province orientale et la Tchopo s'est retrouvée avec une cinquantaine de chefs de division. Pendant que les voisins étaient en manque, à peine 10 peut-être pour les bases, c'est juste un exemple. Mais on devait y aller aussi dans ces découpages-là. On devait délocaliser aussi ces entités. Et ça, c'est par rapport sur le plan humain. Mais sur le plan, en termes d'entité, il ne suffit pas de découper, il ne suffit pas d'appeler une ville. Il faut un minimum. Quels sont les critères? Exactement. Pour que ce soit ça veut dire ou province. Est-ce que ça remplissait les critères, par exemple? Est-ce que la Tchopo remplissait les critères pour être appelée province? Oui. C'est ça, moi je pose la question. C'était simplement un découpage politique. Non, la Tchopo remplissait les critères. Mais à d'autres provinces, la réponse est encore. Parce qu'il y a les facteurs humains en termes de population. C'est vrai. On peut passer des villes, territoires, districts en termes de population. Mais en termes de population, il y a aussi l'infrastructure qui devrait suivre. Parce que les statistiques disent autant de X population, on a besoin de ça, école, route, hôpital, pour que nous puissions être appelés villes. Est-ce que, en faisant ces découpages, est-ce que nous avons tenu compte de tous ces éléments? C'est là où je ne pense pas. Est-ce que des efforts ont été fournis au niveau central pour rendre ces villes et provinces viables? Je ne pense pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore du mal, ne fût-ce que pour avoir la rétrocession dans ces entités-là. Il y a aussi en termes de viabilité, ce sont les routes qui doivent impérativement être praticables. Si deux territoires dans une même province ne sont pas connectés, si un administré ne sait pas aller d'un point A à un point B, ça poserait un problème dans la gestion de son entité. Et autant de problèmes, et évidemment, qui tombent, c'est comme si les choses, on aura l'impression que ça a été fait à la va-vite. À la va-vite, par précipitation, et de là où on est en train d'assumer certaines faiblesses. Mais il y a un responsable. Et là, d'une manière générale, nous parlons de la gouvernance. Et là, laissez-moi, madame, peut-être si je peux placer un mot, en tant que Congolais, nous devons aussi avoir cette honnêteté-là de nous dire, d'accepter que nous avons échoué. Et nous avons tous échoué, aussi bien la majorité que l'opposition. Je vous donnerai un exemple. C'est bien, on veut tous aider les chefs de l'État. Mais aider les chefs de l'État, ce n'est pas aller à la télé, parler, dire, répéter que nous sommes souverains au niveau international, que le Congo est souverain. Non. C'est plutôt reconnaître souverainement que nous avons échoué. Pas facile. Qui va venir et prendre le chapeau de cet échec? Personne n'est responsable. C'est ça la RDC. Personne n'est responsable de cette situation. Justement, c'est une famille, c'est une maison, il y a un responsable, c'est le papa. Et le papa, c'est les chefs de l'État. L'autorité morale qui doit prendre sur lui l'échec de cette situation. Le chef de l'État, évidemment, c'est lui le responsable, parce que c'est lui qui a les outils, qui a le bâton de commandement, qui pouvait sanctionner, qui pouvait dire. Et si déjà c'est laisser aller, vous voulez à qui la faute? On va commencer à nous distraire, l'opposition, majorité, élection, constitution, on tournera en rond parce qu'avec les mêmes acteurs, nous retomberons dans les mêmes situations. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Arrêtons-nous, reconnaissons d'abord que nous avons souverainement échoué dans notre souveraineté, essayons de placer d'autres bases. Vous avez parlé des bourgmestres Kiko, et c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde se bat pour être député, ministre et tout ça. Moi j'aimerais bien aller dans ces institutions décentralisées. Le rôle d'un DT par exemple, un AT, administrateur du territoire, un bourgmestre et tout ça. Peut-être les gens ne savent pas quel est leur rôle pratiquement dans la gestion ou dans le fonctionnement d'une province. Au-delà du rôle classique d'un AT, d'un bourgmestre, tout ça, ce sont les rôles régaliens. En fait, ce sont des gestionnaires de ces entités-là. Simplement, il n'y a pas autre chose. Mais aujourd'hui... Doit-il être politique ou doit-il être simplement des experts ou des technocrates? Parce que c'est là aussi où le bas blesse.
On politise tout, même la gestion d'un État. Exact. Qui doit être maire, qui doit être gouverneur, qui doit être... C'est ça aussi le problème en RDC. Tel que conçu par notre constitution, ce sont des élus à ces niveaux. Okay. Mais on aurait dû, prochainement, s'il y a élection, si les choses évoluent peut-être mieux, même les maires des villes, tout ça doit être élu avec des comités de gestion. Même on irait de bourgmestre, tout ça. C'est prévu par rapport à la Constitution. Mais là où je pourrais peut-être stigmatiser aujourd'hui en RDC, c'est que nous avons tellement ramené, rabaissé, tiré vers le bas les fonctions de l'État, où tout le monde veut devenir ministre. Si déjà nous commençons, tout le monde se dit capable d'être ministre, et les fonctions de base de l'administration, qui est commune, AT, district, sont laissées à la limite aux amateurs. Excusez-moi peut-être d'être... Il faut dire les mots tels qu'ils sont. D'être un peu peut-être méchant, je ne dis pas tout le monde, mais qu'attendez-vous au finish pour récolter au niveau... Le critérium, c'est ce qui nous manque en RDC. On n'a pas de critérium. On a remis en place le Code national de l'administration, mais je pense que tous, par vocation ou par ambition, voudraient commencer par être secrétaire, conseiller du ministre, secrétaire général. En fait, on ne veut pas commencer là où il faut commencer. Et on nous a habitués à ça dans ces pays. On n'était rien, on devient Premier ministre. On était secrétaire à la réception, on devient ministre. On était, en guillemets, on a eu une promotion. Et c'est là où les bas blessent. On a tiré vers le bas les fonctions de l'État et nous sommes en train de payer les pots cassés, justement, tels que nous voyons les hommes politiques ici. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. Surtout quand on va à l'extérieur, l'image que nous présentons, je crois qu'il y a... Arrêtons un moment et souverainement acceptons que nous avons échoué. Ça sera un bon début. Je sais que vous voyagez beaucoup. L'international, c'est ça, c'est faire cette petite comparaison. Il y a beaucoup de gens que je reçois, de fois disent que la difficulté de la RDC, c'est d'être un grand pays. Oui. Est-ce que pour vous aussi, en tant qu'expert, est-ce que cette grandeur-là, cette superficie de la RDC est en notre défaveur aujourd'hui? Non. Beaucoup de... Comment je peux les qualifier de vendeurs de sommeil, laisseront entendre que le pays est trop grand pour être géré. Non. C'est justement à nous, Congolais, de nous dire un grand pays doit avoir de grands hommes. C'est comme si nous n'avons pas de grands hommes. Les grands hommes, ce n'est pas par la taille, c'est par l'approche, c'est par le respect de la parole donnée, c'est par rapport au respect de gestion, c'est par rapport à une bonne planification à tous les niveaux. Et posons-nous la question. Posons-nous la question si nous sommes à ce jour capables de dire pourquoi les élections ont été reportées. C'est une mauvaise planification. Pourquoi nous avons des intérimaires à route. C'est une mauvaise planification. Nous avons tellement banalisé, même nos petits défauts. C'est bien de comparer, mais comparons aussi les autres aspects. Pourquoi nous sommes critiqués? Madame, je prendrai les responsabilités d'État. Je crois à l'époque où M. Kizeng a été Premier ministre, on a fait signer au chef de l'État un inconnu ou je ne sais pas moi, quelqu'un qui n'existait pas. C'est grave, mais on a banalisé. Et la conséquence, à chaque fois que les chefs de l'État signent nomination, retraite, promotion, nous avons les morts sont promus, les retraités montent des grades et on trouve normal. Personne n'est sanctionné. Vous direz que c'est l'opposition qui est allée. On dira que c'est une main noire de quelque part qui est venue. Non. Acceptons d'abord, pour répondre à zéro. C'est au fait, c'est ça, acceptons. Mais on ne peut pas être déficit pour dire non, c'est grand, on ne peut pas. Si, la RDC a des hommes capables. Mais je crois que nous devons d'abord accepter pour placer les bonnes bases. Diagnostiquer le mal et puis... Le mal est connu. Le mal est connu, mais les recettes, vous faites l'ordonnance et les médicaments, comment on ne parvient pas à l'avoir? Si le mal est connu, la maladie est connue, mais comment on ne parvient pas à soigner la RDC? Comme je vous ai dit il y a 15 chef, si nous allons dans la politique, je te tiens, tu me tiens. Nous n'allons pas nous en sortir. Vous conviendrez avec moi. Si on ne sait pas respecter les outils, la planification, c'est ça la gestionnaire.
c'est prévoir, c'est planifier. Si on n'arrive pas... Vous mettez beaucoup plus l'accent sur la planification. Depuis qu'on a commencé l'émission, je crois que c'est plus ou moins 100 fois que vous avez parlé de la planification. C'est ça le rôle du ministère du Plan, Ekikoyi, c'est ça? Exact. Mais expliquez à une fille de 18 ans, par exemple, c'est quoi un plan? Par exemple, exemple pratique hein, pour la Tchopo, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment les entités de base. Pour la Tchopo, donnez-nous par exemple, pour 5 ans, qu'est-ce qu'on doit faire pratiquement pour redorer ou faire booster la Tchopo? Qu'est-ce qu'il faut, par exemple? Ok. Pour faire, ça, c'est un projet. Okay. En fait, c'est dans un projet que nous retrouvons aussi bien la planification et le suivi et les budgets. Et le budget. Ça va ensemble. Et le suivi et l'évaluation, tout ça. Mais avant d'y arriver, on doit d'abord s'asseoir pour faire l'évaluation, pour dire un état des lieux. Exactement. Pour planifier les 5 ans. Ça veut dire, qu'est-ce que nous avons? Quel est l'état de lieu de la Tchopo aujourd'hui? Excusez-moi les gens d'autres provinces, je reçois non, on peut parler, oui. On peut parler de la Tchopo et je crois que comme de provinces. Ce n'est que de exact. On peut parler aussi des autres provinces. Okay. Juste s'asseoir, faire l'évaluation. Cette évaluation, ce n'est pas en termes de minerais. Quel est l'état de la Tchopo pratiquement aujourd'hui? La Tchopo a un problème que toutes les autres provinces ont. C'est le problème humain. Et quand toutes les provinces l'ont, c'est ça la République. Nous avons un problème d'hommes. Et le problème d'hommes, c'est le facteur le plus capital dans la gestion d'un projet. Même si le projet est bien ficelé, mais si les personnes qui doivent le mettre en œuvre ne sont pas suffisamment outillées, nous retomberons encore dans la même situation. Ça, c'est l'élément capital, c'est le facteur humain dans la mise en œuvre de projet. Mais alors, pour répondre à votre question, cet état des lieux, aussi bien les forces et faiblesses, va nous permettre de planifier pour 6 mois, pour une année ou pour 5 ans. Peut-être on se dira, d'abord pour les 6 mois, le temps d'avoir ABC qui va nous permettre de faire une année. Et après la planification, on fait un état budgétaire. Ça veut dire, nous avons besoin de tel budget pour pouvoir mettre en œuvre ceci. Mais il y a ce que nous appelons dans des documents de plans stratégiques. Ça, ce sont plus de plans d'ensemble. C'est en termes de axes prioritaires, un plan stratégique. Ce n'est pas en termes d'indicateurs, c'est pas en termes... Non, c'est en termes de plans. Ça veut dire, ici, la Tchopo, nous voulons que la Tchopo, d'ici 5 ans, 10 ans, nous soyons à tel niveau. Voilà. Pour que nous possédons tel pont, telle électrification, route et tout ça, voilà, ça atteindre tel niveau. Oui, bon, ça c'est plus en termes de projet. En termes stratégiques, ce sont les axes. Ça veut dire, on peut se dire, nous voulons aujourd'hui que la RDC soit reconnue parmi les 5 premiers pays africains. Alors, là, on définit qu'est-ce qu'on entend par les 5 grands pays africains. Il faut que l'armée soit ceci. Il faut que notre budget est tel... exact. Il faut que l'enseignement soit à tel niveau. Ce sont les axes stratégiques. Et à un niveau de mise en œuvre maintenant, on commence à décortiquer axe par axe. Et voyons ce que nous avons comme potentialité, aussi bien humain que matériel. Voyons le moyen à notre disposition. On peut maintenant dire on est capable de le réaliser d'ici 10 ans, d'ici 20 ans. Mais madame, la politique telle que nous le menons ne nous permet pas ces genres de planification. Nous naviguons à vue. Est-ce qu'on ne planifie plus aujourd'hui? Nous naviguons à vue justement. C'est l'instabilité au niveau politique qui ne permet pas à un homme politique de dire d'ici 5 ans, sachant très bien que Louis ne pourra pas être là dans 5 ans. Et on est obligé maintenant de nous limiter à poser des pierres, à inaugurer. Mais la continuité des affaires de l'État, on en parle, Ekikoyi. Même si un ministre pose une pierre aujourd'hui, celui qui viendra après va continuer la fondation, l'autre va faire le mur et l'autre va faire le plafond. C'est la continuité des affaires de l'État. Parlons de chez nous, culturellement, ça ce sont des éléments théoriques. Regardons les choses en face. Beaucoup ne font pas cela, juste pour la simple bonne raison. On a à redire sur ce que l'autre a dit. Nous devons changer les écarts. Nous recommençons. Ça sent pertinemment bien que moyennement limite d'un ministre en fonction et maximum 2 ans. Non, ici c'est 2 ans. Même moins. Même moins. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Le ministre prendra 6 mois pour comprendre son ministère. Peut-être il n'est pas suffisamment outillé. Les temps qu'il comprenne, on va annoncer un remaniement. Il va passer ton temps à vouloir savoir s'il va rester ou pas, et à la fin, il n'est plus là, après avoir fait quelques bricolages.
c'est déjà au sommet de l'État et je vous épargne les détails au niveau de la base. C'est ça notre mal. C'est ça d'abord le grand problème. Et c'est difficile de planifier dans ces conditions-là. Aujourd'hui, pratiquement, Ekiko, vous nous dites que on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait du Congo aujourd'hui. Dans 5 ans aujourd'hui, en tant qu'expert Ekiko, tu ne sais pas quel sera le Congo d'ici 5 ans. Mais justement, froidement, vous ne savez pas. Je ne le sais pas, madame. Je suis très honnête. Je ne le sais pas. Je mettrai quiconque en défi de me dire que sera le Congo d'ici une année. Vous parlez de 5 ans. Madame, nous sommes dans un pays, nous sommes civilisés. Il y a des intellectuels, il y a des gens valables, capables dans ce pays. Comment voulez-vous comprendre? Opposition, je reprends encore. Nous avons souverainement échoué. Les amis, M. Kabila, notre président de la République, aurait dû prendre 2, 3, 4 mandats de plus. Mais ce n'est pas en criant à la télé ou en voulant patouiller quelque chose dans la Constitution. C'était simplement bien faire le travail. Les ministres, tous les collaborateurs du chef de l'État, ils ne l'ont pas aidé. S'ils avaient fait correctement leur travail, nous aurons aujourd'hui suffisamment de quoi dire pour dire voilà ce qui a été fait, il peut encore faire. Mais ils défendent leur bilan, si ce n'est pas politique. Ils disent qu'on a eu des routes, on a eu des maisons, 1000 écoles, il y a eu ça, il y a eu ça. Donc le projet, le programme social, a été fait. Et ils le défendent carrément. Leurs projets ont été mis en application. Oui, d'accord. Nous n'allons pas philosopher. Je prends sur le plan social. Je ne parle pas de routes. Les routes, il y en avait. On construit dans quel état, après une année et après. Non, madame. Ayons juste le courage de regarder la réalité en face. Aujourd'hui, on a commencé par mettre un robot sur Pongabi. Une semaine après, le robot là est en panne. Le robot travaille 2 fois la semaine. Mais on ajoute encore un deuxième robot vers le rond-point Bandal, sans oublier que le robot là n'est pas potentiellement apte. Madame, si on n'arrive pas à respecter un agent de circulation routière, comment voulez-vous qu'on respecte un robot? Sachons ce que nous voulons. Je vous donnerai encore un exemple. Il ne suffit pas de citer. Vous citerez quoi? L'immeuble intelligent, ce n'est pas un projet. Ça, ce n'est pas un projet. C'est pas un projet. les maisons construites sans normes urbanistiques dans nos quartiers périphériques. Vous appelez ça évolution, vous appelez ça le développement. Non. Le vrai développement, madame, c'était le projet Bukanga-Lonzo. On en parle mais plus. ça a échoué, et que vous le savez, 270 millions de dollars dans l'eau. Il ne suffit pas de dire que ça a échoué. Mais qu'est-ce qu'on a fait après? Il y a des responsables qui ont... Où sont ces responsables-là? Nous parlerons pour la nation, madame. Arrêtons de nous focaliser. Si nous sommes un grand pays, focalisons-nous pour un grand développement. Bukanga-Lonzo, c'était un projet pilote qu'on devait étendre dans les autres provinces. C'est un grand fiasco, mais on veut faire semblant sans sanctionner. C'est ça le mal congolais. Nous parlons d'un projet pour tout un pays. Nous parlons de fibre optique. On n'en parle plus. Mais c'est ça justement notre capacité à être comparé aux autres nations. Qu'avons-nous fait de la fibre optique? Mais le chef de l'État a inauguré, on ne sait pas s'il a inauguré quoi. Jusqu'à aujourd'hui, on se pose la question. Je ne voulais pas faire de commentaires. Mais posons-nous la question, réfléchissons à haute voix. Nous sommes un grand pays avec des difficultés de route. On devait avoir une compagnie aérienne capable de réunir le Congo. Il n'aurait juste pas suffi de changer les DC Kirongozi pour que le Congo Airways puisse marcher. L'international, c'est ça. Je vous dis, hein, le Ethiopian Airlines a fêté son 100e Boeing. Ethiopian Airlines, l'Éthiopie. Je ne voulais pas citer les autres qui ont... C'est l'international, donc ayez une idée, l'Ethiopian a déjà eu son 100e Boeing. Je ne voulais pas comparer les autres pays de la sous-région. Nous sommes un géant. Ça nous donne nous sommes un géant. D'où nous sommes. Géant au centre. Je ne sais pas si on peut dire que nous avons une compagnie. Mais il y a des responsables. Les budgets qui sortent de la caisse de l'État est plus élevé en termes de rentabilité de la compagnie. Il y a des responsables, madame. Je vous en citerai autant que vous voulez. Et il y a un responsable.
Mais ce sont les responsables qui passeront à la clé pour nous dire Kabila Oumela, Tolingi, et on vous aime, 100 ans, libella, libella, libella. Non, ça c'est pas aider les chefs de l'État. On aurait dû aider les chefs en travaillant correctement, en produisant les résultats. Je vois des amis qui comparent, non, là-bas ça a été fait, il n'y avait pas de souci, pourquoi ici? Mais écoutez, comparez, ne comparez pas qu'un élément, comparez l'ensemble. Ils n'ont pas aidé. C'est comme les taxis jaunes hein, à New York. C'est pas la couleur qui fait de ça. Exact. C'est pas le fait de mettre la couleur. C'est encore un élément pour dire tous ces taxis-là, ils vont pas respecter. Nous voyons comment. C'est un problème d'ensemble, chère madame. Donc, des fois, quand on va ailleurs pour un séminaire, un atelier ou une formation, on se rend compte qu'au Congo, tous les ingrédients sont là, mais la mayonnaise ne prend pas. Exactement. Pourquoi ça ne prend pas? Et pourtant, il y a des intellectuels, les universités ont on est des bons parleurs, on est des bons parleurs. Vous conviendrez, vous allez remarquer, j'ai fait un effort de ne pas être trop technique, parce que c'est ce que nous vécu. C'est le vécu quotidien. À la télé, tout le monde s'exprime bien, on parle, mais les choses n'avancent pas. Là, il y a des communicateurs qui vont vous parler, la Constitution, c'était pas ceci. Le président doit, on oublie l'essentiel. Commençons d'abord par reconnaître que et l'opposition et la majorité, nous avons échoué. Parce que si nous avons une très bonne opposition, je crois que on n'allait pas se limiter au poste ministériel, on aurait voulu faire avancer les choses positivement. On nous dit, et Kikoy, vous êtes expert, que le Congo serait un pays émergent d'ici 2030. On a même repoussé jusqu'en 2050. Exact. Ça, ce sont les axes stratégiques. Ça sera c'est possible. C'est possible d'être un pays émergent d'ici 2050, comme on dit? C'est possible. Vraiment possible. Mais dans l'état actuel des choses, je crois que, madame, on doit revoir encore nos calculs. Dans l'état actuel des choses, quelques éléments que je vous ai cités, on a assisté avec pompe, phare et tout, hôpital des cinquantenaires et tout, mais les Chinois sont en train de planter quelques choux derrière là-bas pour survivre. Et personne ne se pose la question. Ça, c'est le grand. Ça, ce sont des projets de développement. Ça, c'est là où on devait nous focaliser. Pas ailleurs. Nous avons le problème de transport, de mobilité, des salaires. Je ne vous parlerai même pas de l'éducation. Ça me fait très mal. J'ai eu à parler, juste en venant dans votre émission, avec un licencié qui donne le cours. Madame, je me demande à quel... on banalise. On banalise. Et nous avons hypothéqué l'avenir de ces pays pour 5 ans, si pas plus. Et si nous ne prenons pas garde, nous allons encore hypothéquer pour des années, même pour pas moins de 10 ans. Dans l'état actuel des choses, avec les mêmes dirigeants. Le mal n'est pas de changer le président de la République, non. Le mal, ce n'est pas remplacer Kabila par Moïse Kantoumi, non. Le mal est ailleurs. Arrêtons d'abord cette fois-là et reconnaissons que nous avons échoué, opposition et majorité. Vous pensez-vous que M. Tibala est là à sa place en tant que Premier ministre? Il n'est pas à sa place. C'est une fonction tout simplement politique et qui colle. Il n'est pas... Raison de plus, en tant qu'opposant, il n'est pas à sa place. Il va en Belgique, il va au Canada, oui. Pour faire quoi? Il devait s'asseoir ici, ne fût-ce que regarder les élections. Mais vous recevez aussi d'autres experts, d'autres pays qui viennent pour leurs projets. Est-ce que les projets des internationaux, des étrangers, et ce sont des projets qui aident réellement la République démocratique du Congo, où eux, ils viennent pour se remplir les poches, se disent que nous venons, comme les politiques disent deux fois, le 3/4 de ce qu'ils emmènent rentrent chez eux et tout ça. Vous qui êtes aussi expert, vous travaillez avec les étrangers. Est-ce que ces étrangers, comme on dit, aide vraiment la RDC, réellement? Je suis tenté de dire non. Mais le non, beaucoup disent aussi non. Mais en disant non, je ne pense pas que ça puisse être dans une même perspective ou vision. Le non, le mien, c'est plutôt du fait que c'est un peu l'enfantillage. Ça veut dire, quand on vous facilite trop, vous ne vous rendez pas compte de la valeur de l'appui. Vous allez attendre. Ça veut dire,
Bon, on a aujourd'hui épidémie, choléra ou Ebola. On vient avec Ebola, vous avez vu l'appui du MSF, du Japon. L'OMS, ils sont arrivés. Voilà. Bon, ok, ils nous ont empouillés. Ils nous ont empouillés parce qu'il y a risque d'exportation. D'exportation chez eux. Écoutez, mais après, qu'est-ce que nous faisons? Exactement. Avec tout ce que nous avons comme infrastructure, foyer de la maladie, tout ça. Rien. Est-ce qu'on doit se dire maintenant, on arrête tout, on nous laisse mourir, peut-être que ça va nous corriger. Nous avons besoin d'une révolution et d'une la vraie révolution pour faire bouger les choses. Elle viendra de l'Est, du Nord ou du Sud? De la jeunesse peut-être. De la jeunesse. Les gens disent que c'est la jeunesse. Aujourd'hui, les vieux ont échoué. C'est non, les vieux de changer les choses. Est-ce que c'est vraiment vrai? Non, je vois des jeunes aussi qui sont dans des postes de responsabilité. Nous avons un président qui n'est pas vieux. Il n'a pas vieux. C'est vrai qu'il a laissé pousser sa barbe, mais il n'est pas vieux. Mais dans l'ensemble, arrêtons-nous, reconnaissons que nous avons échoué. Et madame, je voudrais encore dire, dans une maison, il y a un seul chef, c'est les chefs de l'État. Et là, on doit faire attention en termes de conseil, c'est la gestion du temps et éviter la passivité. Si aujourd'hui les chefs de l'État faisaient encore un mois, une année ou 2 ans, si je pourrais peut-être placer un mot, je lui demanderais une seule chose, éviter la passivité. Ça veut dire quoi? De sanctionner, de gérer le temps. Une semaine, c'est pas 10 jours. Un mois, ce n'est pas. C'est ça, on nous reproche, on dit que nous, les Noirs, peut-être, on n'a pas la notion du temps. On dit qu'on a tout le temps. Ça veut dire qu'on a tout le temps. On a tout le temps. On convoque une réunion à 10 h, le ministre vient à 12 h. C'est normal, c'est le ministre, on a tout le temps. Non, on ne se respecte pas. Le respect doit être mutuel. La gestion du temps, la passivité. Je vous donnerai des exemples. Moi, j'ai des exemples pratiques. Et puis, je sais que nous sommes entourés de 9 pays voisins. Je prends l'exemple du Rwanda parce que je sais que ça va choquer. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Rwanda nous dépasse en termes de ce que nous avons parlé tout à l'heure, de gestion, de planification, de critères pour mettre un monsieur qu'il faut à la place qu'il faut? Moi, je prends l'exemple qui choque comme un électrochoc. Oui. Est-ce que le Rwanda aujourd'hui est supérieur à la RDC? Vu l'évolution aujourd'hui. Êtes-vous déjà allé au Rwanda? Une fois, à Kigali. C'est magnifique. Quelle année? En quelle année? Il y a 10 ans. 10 ans. Madame, ce n'est pas question d'être choqué. Nous avons besoin de force de choc. Oui. Oui. Le Rwanda a évolué positivement dans tous les domaines. Pourquoi ça devait nous choquer? C'est un exemple. Nous ne sommes pas capables de le réaliser. Si nous sommes capables de le faire, pourquoi on doit être choqué? Pourquoi on doit être complexé? Et si on le dit, on va parler de souveraineté, de pourquoi non. Si ils ont positivement évolué, pourquoi? Au lieu d'aller prendre des exemples en Russie, en Chine, exactement. Prenons le Rwanda. On peut prendre le voisin. Comment eux, ils parviennent à être, comment le Kigali parvient à être une ville propre, comment la 4G évolue au Rwanda, comment le Rwanda a une pièce d'identité, comment ces petites choses, eux, parviennent à le faire, un si petit pays comme on aime le dire, mais nous, un si grand pays, on ne parvient pas avec les petites choses. Parce que nous fermons les yeux à tout. Je te tiens, tu me tiens. On détourne les appels entrants. Par quelques groupes, on ferme les yeux. On fait un grand projet Bukangalonzo qui va, on ferme les yeux. On nomme quelqu'un d'une incompétence inouïe, on ferme les yeux. Le chef de l'État, on lui fait signer plus d'une fois avec autant de faiblesse, personne n'est sanctionné. Et on vous expliquera que c'est normal. C'est ça notre faiblesse. Si on commençait déjà à se respecter, à respecter l'agent, malgré qu'il est mal payé. C'est ce respect-là mutuel qui est la base de tout. Ce n'est pas l'État. Tout le monde aujourd'hui va être licencié, docteur en thèse. Tout le monde veut avoir un diplôme. Nous n'allons pas développer les pays avec l'étalage des pompes. Et le cardinal Malou a mis ça dans ses écrits. Mais peut-être nous ne l'avons pas tous lu. Commençons d'abord par ce respect mutuel. Et la seule personne qui aurait pu nous aider, c'est le chef de l'État. Voilà, mesdames et messieurs, la seule personne qui pouvait nous aider. Et qui peut encore nous aider. C'est le chef de l'État. Peut-être le prochain qui viendra pourra booster cette RDC avec des projets bancables, que nous ne dépendons pas toujours de l'aide
des étrangers. Nous sommes capables de le faire. Merci donc à Ekikoi d'être passé et d'avoir donné son point de vue d'expert en gestion de projet. Nous devons vraiment avoir des projets bancables, des projets bien étudiés, l'étude du terrain pour ne pas faire des fiascos comme Bukangalonzo, comme la fibre optique, comme beaucoup de choses qui nous tirent vers le bas. Merci encore Ekikoi, merci à tous mes followers dans les réseaux sociaux, merci à toute l'équipe technique. Restez-nous fidèles et nous nous retrouverons pour un autre international. Merci madame. Merci. Thank you.